Bonjour et bienvenue à votre édition hebdomadaire de cette semaine d'Endautré, édition du 9 novembre 2025. Aujourd'hui, nous faisons un retour sur les élections municipales qui ont eu lieu il y a une semaine, soit le 2 novembre, et nous avons des entrevues avec Pierre Lahaye, Marie-Lou Racine. Nous avons aussi André Villeneuve qui nous fait aussi des appréciations de sa campagne, comment ça s'est déroulé. On vous parle aussi de la sermentation des élus municipaux pour Saint-Ignace de Loyola. Donc, une cérémonie a eu lieu lundi, le 3 novembre, pour souligner la nouvelle arrivée de la nouvelle équipe à Saint-Ignace de Loyola. On vous présente aussi un résumé du congrès de la Fédération des télé autonomes du Québec qui s'est tenu en octobre dernier. Une entrevue avec aussi Dominique Gauthier qui a sorti un livre qui s'appelle « Viser l'excellence » et Sœur Angèle, qui était présente hier au IGA, avait accepté dans les jours précédant sa visite de nous faire des entrevues, de parler de ses crotons et de son fromage. On espère que vous apprécierez la présentation de cette semaine et nous vous invitons à écouter nos bulletins de nouvelles à tous les jours à compter de 18 h. Donc, il sera question de toutes les activités de la région et justement le retour des conseils municipaux la semaine prochaine. Sur ce, bonne écoute. Oui, Pierre, une continuité, une belle victoire. Bien, merci beaucoup, Alain. Bon, très, très heureux, très content de pouvoir poursuivre les dossiers qu'on a entamés avec le conseil municipal. Fait qu'on va se mettre à l'ouvrage dès la semaine prochaine. Donc, on continue les dossiers, puis très, très content des résultats. Le travail a été fait. Visite un peu partout dans la municipalité, des porte-à-porte. Oui. Dans le fond, c'est le fruit de cet effort-là, mais aussi de ce que vous avez fait dans les dernières années. Oui, et je dirais, il y a eu des gens qui ont travaillé fort. J'ai eu des conseillers qui m'ont appuyé, qui ont fait du porte-à-porte avec moi. J'ai eu beaucoup d'ambassadeurs, de gens qui parlaient, qui croyaient en moi, puis qui parlaient pour moi aussi. Donc, c'est l'ensemble de tout ça. Fait que je les remercie vraiment. Je remercie tous les gens qui ont contribué à ma campagne électorale. Très, très, très heureux. Puis je veux aussi féliciter mon opposante aussi pour la campagne électorale qu'elle a fait aussi par le fait même. C'était une campagne électorale, il n'y a pas de... On n'était pas dans le dénigrement. OK? Puis je pense que c'est tout à son honneur aussi dans le cas de Marie-Lou. Tous les autres conseillers avaient été réélus par acclamation, donc on poursuit. On poursuit. Ben oui, on poursuit les dossiers. 2 ans, c'était passé. Fait qu'avec un plein mandat, on va pouvoir réaliser des choses. Merci. Ça fait plaisir. Bonjour. Je reçois beaucoup de messages pour savoir comment je vais. Ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que au-delà des chiffres et des résultats, ce que je ressens, c'est beaucoup de gratitude. La gratitude pour chaque regard, pour chaque poignée de main, pour chaque mot d'encouragement, pour chaque geste de confiance que vous m'avez témoigné dans les dernières semaines. À mes enfants, à ma famille, mes amis, aux entrepreneurs, aux citoyens de chez nous, merci. Je suis restée loyale, honnête, droite, profondément humaine dans cette campagne-là, puis je suis fière d'avoir osé le faire. Je crois que rien n'est perdu quand on donne avec le cœur. Vous savez, une défaite électorale, pour moi, ça met pas fin à un engagement. Au contraire. Ça rappelle simplement que les chemins du changement dans la vie, là, ça demande du courage, du temps et beaucoup d'amour, ce que j'ai encore beaucoup à donner. Berthierville, c'est nous. Je vais continuer de croire en nous, ensemble, autrement, mais toujours avec le cœur. Je vous remercie du plus profond de mon cœur, puis je vous souhaite une excellente journée. Hey, bonjour, Mme Daniel. Bonjour, bonjour. Vous êtes élu, on a bonne nouvelle? Oui, je suis content. Est-ce que vous pouvez nous dire qui a été élu, votre équipe? Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu des résultats? On est 6 sur 7 d'élus. Ah, 6 sur 7. Exact. Ils ont fait élire un candidat de l'autre équipe. Ben bon, c'est pas grave, on va travailler en équipe. Et c'est qui le candidat de l'autre équipe qui a été élu? C'est le M. François Boisjoli. OK. Qui a été élu. Donc, c'est un Anne-Marie Villeneuve. J'appellerais pas ça un raz-de-marée parce que c'était très serré au niveau du vote total. Okay. Donc, comme je disais tantôt aux gens ici, quand tu as un vote serré comme ça,
ben, tu dois te remettre en question sur certaines façons de faire aussi. Que si les gens avaient été hyper contents des 4 dernières années, on aurait eu un vote beaucoup plus fort que ça. Alors là, il faut comprendre, il y a un message, puis ça, le message, bon, on va le décortiquer, puis on va s'assurer de faire les choses là, en lien directement avec ce message-là que les gens nous envoient. Est-ce que vous avez le pourcentage de votants? Est-ce que vous savez le nombre d'électeurs qui s'est Oui, on est passé de 45 en 2021 à 48,75 en 2025, maintenant. Donc, une augmentation de 3,75 points, ce qui est très bon. Ce qui est très bon. Je pense que, je ne sais pas au Québec, ça va être quoi je ne sais pas si au Québec, dans le pourcentage de participation. C'est très bon, très content. C'est grâce à Poste Canada. C'est grâce à Poste Canada parce qu'on a dû faire toutes les portes une par une. OK. Non, c'est ça. Donc, je vois un grand sourire ce soir, toute ton équipe. Demain matin, on recommence à travailler. Demain matin, tu es au bureau. Puis tu recommences. J'ai lancé faire la grasse matinée demain matin, moi. Ah, OK. Ben, je vais dormir, j'ai besoin de sommeil, là. Tu as besoin de sommeil puis tout ça. Mais en tout cas, on va se revoir, on va travailler avec vous. Félicitations. Super. Puis, c'est une belle réussite. Ça va travailler très fort. Merci à vous d'être présent. Merci à Kevin qui tient la caméra, là. Puis je veux saluer tous vos fidèles téléspectateurs. On est toujours en direct. Hey, juste un petit mot peut-être. Je veux remercier les gens de la population de nous avoir fait confiance à nouveau. Vous savez, être un élu municipal, c'est un privilège extraordinaire. C'est une expérience aussi extraordinaire, mais c'est surtout un privilège. Puis je veux remercier toute la population et on va s'assurer d'être à la hauteur du mandat que nous ont confié ce soir. Merci. Je vous remercie. Bye-bye. 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 Bonjour, Monsieur Bellemare. Comment avez-vous ce moment maintenant que les résultats sont officiels? On est heureux, là. Il est minuit et quart, tout le monde est content, l'équipe est contente, toute l'équipe est rentrée. Les 4 conseillers qui étaient en élection, moi-même, on a été élus. Donc, tous avec des bons pourcentages aussi. Donc, on a les coups des franges, mettons. On a l'accord de la population, c'est ça ce qu'on voulait. Puis on va voir les prochaines années. On n'a pas de gros projets, c'est ça qu'on a annoncé à notre monde, sauf qu'on va être à l'écoute de notre monde là-dessus aussi. Qu'est-ce que cette victoire représente pour vous personnellement et votre équipe? Bien, c'est du travail. On a travaillé. Puis je l'ai mentionné dans l'autre reportage tantôt, c'est la désinformation qui nous a un peu déboussolés, c'est le cas de le dire. On trouvait ça plate un peu de la manière que la campagne s'est effectuée. Donc, on veut rétablir les faits puis démontrer tout ce qu'on fait. Puis c'est une façon de voir les choses. Puis en même temps, bien, on va peut-être expliquer plus à la population chaque point qu'on va faire, autant dans notre vision des choses, mais à chaque fois qu'on a des points à l'autre jour pour nos assemblées, on va essayer, on va expliquer plus les choses en même temps pour que tout le monde comprenne. Parfait. Quels seront vos premiers dossiers aux priorités dans les prochaines semaines? Bien là, c'est à partir de quasiment demain, c'est s'occuper du budget. Ça va être un gros dossier. C'est sûr qu'on a un petit délai à cause de la période électorale, mais on va se pencher là-dessus, on va plancher là-dessus pour avoir un bon budget. Nous autres, notre but, bien, c'est de préserver les taxes telles qu'elles sont. On ne veut pas augmenter les taxes, mais comme j'ai déjà mentionné, on n'a pas de gros projets, donc on ne pense pas investir ou faire d'autres grandes structures ou autres. Là. On va continuer de la façon qu'on est parti, puis ben, on va continuer comme on est parti, c'est sûr, c'est le cas de le dire. Parfait. Excusez, j'étais un peu fatigué, là. La journée était longue. Parfait. Avez-vous un message adressé à vos électeurs, à la population de votre municipalité? Ben oui. Disons que la campagne électorale, comme je l'ai mentionné tantôt, c'est un gros mois, mais on a rencontré beaucoup de monde, on a parlé avec beaucoup de monde. On les a pas juste écoutés, on les a entendus. Donc, on va porter une attention particulière sur les prochaines façons qu'on va faire les choses pour rendre ça plus... le mot qui me vient, c'est plus comestible à tout le monde pour que le monde comprenne pourquoi on fait telle chose en municipalité. Donc, on est là pour eux, on est là par eux aussi. Donc, on veut que ça se reflète dans nos décisions aussi. Puis, le sujet à la mode, c'est beaucoup la transparence, là. Non pas qu'on n'a pas été transparent dans les 4 dernières années,
mais on va l'essayer de l'être encore plus. Puis en plus, bien, l'information, c'est le nerf de tout. On va mettre en place des façons de communiquer, de transmettre l'information pour qu'il soit plus clair pour tout le monde. Je pense que c'est la clarté, c'est ça qu'on a ressorti un peu de la campagne là, pour que tout le monde comprenne vers où on s'en va puis pourquoi on fait telle ou telle chose dans la municipalité. Parfait. Félicitations, monsieur. Bien, merci beaucoup, puis à la prochaine. Alors, je fais la proclamation avant que Mme Latour prête serment. Je, Guy Ménard, président d'élection, proclame par la présente que Mme Evelyne Latour, 7 rue des Mélèzes, Saint-Ignace de Loyola, a reçu la majorité des votes légalement donnés et que par conséquent a été élue au poste de maire. Je, Evelyne Latour, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de mairesse avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique de déontologie des élus municipaux de Saint-Ignace de Loyola. Et je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. La proclamation d'élection de M. Michaud. Je, Guy Ménard, président d'élection, proclame par la présente que M. Christian Michaud, 34 rue des Mélèzes, Saint-Ignace de Loyola, a reçu la majorité des votes légalement donnés et que par conséquent a été élu au poste de conseiller district numéro 1. Je, Christian Michaud, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Saint-Ignace de Loyola et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Ouais. Pour la proclamation de votre candidature, je, Guy Ménard, président d'élection, proclame par la présente que M. Jean Latour, 160 rue de l'École, Saint-Ignace de Loyola, a reçu la majorité des votes légalement donnés et que par conséquent a été élu au poste de conseiller pour le district numéro 2. Moi, Jean Latour, déclare sous serment que l'exercice de mes fonctions de conseiller dans le district 2, avec honnêteté et justice dans le respect de la loi du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Saint-Ignace de Loyola, et que je m'engage à respecter les règles de code appliquées à la fin de mon mandat. Je ne sais pas si M. Christian Valois est là. Je, Guy Ménard, président d'élection, proclame par la présente que Mme Chloé Laforêt-Guèvremont, 561 rue Casaubon, Saint-Ignace de Loyola, a reçu la majorité des votes légalement donnés et que par conséquent a été élue au poste de conseiller district numéro 4. Je, Chloé Laforêt-Guèvremont, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère municipale avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Saint-Ignace de Loyola, et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Je, Guy Ménard, président d'élection, proclame par la présente que M. Louis-Vincent Bade, 1237 rang Saint-Michel, Saint-Ignace de Loyola, a reçu la majorité des votes légalement donnés et que par conséquent
a été élu au poste de conseiller district numéro 5. Je, Louis-Vincent Barthe, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Saint-Ignace de Loyola, et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Je, Guy Ménard, président d'élection, proclame par la présente que M. Louis-Charles Guertin, 810 rang Saint-Luc à Saint-Ignace de Loyola, a reçu la majorité des votes légalement donnés et que par conséquent a été élu au poste de conseiller district numéro 6. Je, Louis-Charles Guertin, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi, du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Saint-Ignace de Loyola, et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. J'invite maintenant, je lis la proclamation d'élection du candidat. Je, Guy Ménard, président d'élection, proclame par la présente que M. Christian Valois, 375 rang Saint-Joseph, Saint-Ignace de Loyola, est et reste le seul candidat et que par conséquent a été élu au poste de conseiller district numéro 3. C'était par acclamation. Et maintenant, je vous invite à faire votre prestation. Bonjour tout le monde. Bonjour. Municipalité de Saint-Ignace de Loyola, moi, Christian Valois, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Saint-Ignace de Loyola et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Je vous invite à vous signer. Bonjour à tous et à toutes. C'est avec beaucoup d'émotion, avec une immense fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui, à titre de mairesse de Saint-Ignace de Loyola. Je suis née ici, j'y ai grandi, j'y élève ma famille et j'y consacre depuis toujours une grande partie de mon énergie et de mon cœur. Saint-Ignace, c'est ma communauté. C'est notre monde à nous, fait de gens dévoués, de familles engagées et d'un milieu de vie exceptionnel. Être élue mairesse de ma municipalité, c'est bien plus qu'un mandat politique. C'est un engagement humain. C'est le souhait de travailler avec les citoyens, pour les citoyens. C'est vouloir bâtir ensemble avec respect, transparence et cohérence. Je m'engage à être à l'écoute, à demeurer proche du terrain, à prendre des décisions réfléchies et à garder toujours en tête le bien commun et le développement durable de notre belle municipalité. Je veux que Saint-Ignace continue d'être un endroit où il fait bon vivre, grandir et s'impliquer. Un endroit où chaque citoyen se sent entendu, considéré et fier d'appartenir à sa communauté. Je remercie sincèrement toutes les personnes qui m'ont accordé leur confiance, celles qui m'ont accompagné durant la campagne et celles qui, chaque jour, contribuent à la vitalité de notre village. Merci à ma famille, mes enfants, mes amis et mon équipe et à tous ceux qui m'ont soutenu de près ou de loin. Votre appui et votre confiance m'habitent profondément. Aujourd'hui, je prête serment avec humilité, mais avec détermination. Je prends cet engagement devant vous avec le cœur rempli de gratitude et l'esprit tourné vers l'avenir. Merci beaucoup. La Fédération de télévision communautaires autonomes du Québec, soit la FTCAQ, tenait son congrès à l'Hôtel Énergie de Shawinigan du 24 au 26 octobre dernier. Lors de l'Assemblée générale annuelle qui a eu lieu, ce fut l'occasion de revenir sur tous les efforts qui ont été faits auprès du gouvernement du Canada concernant les lois C11 et C18 et des représentations à venir. Amélie Heinz, directrice générale de la FTCAQ, nous explique.
en participant aux différentes consultations publiques du CRTC, en participant à l'écriture des lois qui ont été adoptées par Patrimoine canadien au gouvernement canadien, C-18, C-11, de faire reconnaître la télévision communautaire comme étant une partie prenante du système de radiodiffusion canadien. Ça nous a permis de faire partie de certains fonds qui ont été créés, dont le fonds Google, donc qui distribue 100 millions de Google aux différents médias au Canada. La Fédération fait partie du conseil d'administration du collectif qui gère cet argent-là. Nos membres reçoivent une partie de ces argents-là. On fait aussi partie du programme de journalisme local, l'Initiative pour le journalisme local, l'IJL. On a maintenant 14 télévisions qui vont recevoir un journaliste financé par ce programme-là dans les prochains jours, ça s'en vient. Donc ça, c'est le genre d'avancée qu'on fait. C'est un travail qui est extrêmement long. C'est souvent long avant d'avoir des résultats. Mais quand on a les résultats, c'est extrêmement satisfaisant, puis on est vraiment content que ça arrive enfin vers nos membres. Le travail n'est pas terminé, on continue là-dessus. Ça continue à se mettre en place. Les lois au CRTC, on risque de comparaître encore devant le CRTC après les fêtes. On attend juste qu'ils partent la nouvelle consultation pour aller chercher une partie de l'argent des entreprises en ligne, en fait, pour qu'ils financent le contenu canadien. Donc, on attend de voir là, où est-ce qu'on va pouvoir s'insérer là-dedans. Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce que la Fédé prévoit faire dans la prochaine année de ce côté-là? Oui, continuer nos représentations, être devant le CRTC, Patrimoine canadien, pour s'assurer qu'ils n'oublient pas l'importance de nos médias. Parce que, évidemment, on est souvent le dernier endroit où, dans les communautés, il y a de l'information locale qui est produite, qui permet aux localités d'être informés sur ce qui se passe chez eux. Au niveau politique, c'est extrêmement important. On va continuer à développer, en fait, les services qu'on offre aux membres. On a des nouvelles personnes dans notre équipe qui vont travailler sur des projets, surtout au niveau du numérique, mais peut-être aussi de soutien au journalisme chez nos membres. Puis, on va inviter le nouveau conseil d'administration qui vient d'être élu à se demander où il voudrait aller pour les prochaines années. Donc, faire une nouvelle planification stratégique pour justement définir les orientations là, qui vont nous aider, nous, à travailler dans les 3-4 prochaines années. Afin de rendre le contenu de TVC accessible sans passer par un câbleau distributeur, la FTCAQ travaille sur le développement d'une application Roku qui permettra à ses membres de diffuser leur contenu en continu sur cette plateforme. Amélie Hintz nous donne plus de détails. C'est une possibilité de développement, en fait, pour aller chercher des nouveaux auditoires, parce que c'est un peu ça l'enjeu pour n'importe quel média, c'est que les gens y voient, y écoutent, regardent leur contenu. Fait qu'il faut développer les types de plateformes sur lesquelles on diffuse. Donc, la télévision intelligente, c'était une option qu'on voulait regarder. Donc, on est en train de développer quelque chose, de faire des tests pour voir, bon, dans l'opérationnalisation de tout ça, est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est réaliste pour les TV d'intégrer ce genre d'application-là sans que ça demande trop de surplus de travail. Donc oui, c'est là-dessus qu'on travaille, puis on espère pouvoir développer quelque chose là, pour inviter les membres à joindre ça dans la prochaine année. Lors du congrès, il y a eu une conférence donnée par l'Action communautaire autonome, soit l'ACA, un mouvement qui permet de soutenir plus de 4500 organismes communautaires partout au Québec. Les membres ont manifesté un grand intérêt d'en faire partie. La Fédération discutera avec l'ACA pour voir les possibilités de les rejoindre. Ça reste à voir comment on peut s'insérer là-dedans parce que pour le moment, les médias communautaires ne sont pas nécessairement considérés dans le plan d'action de l'Action communautaire autonome, l'ACA, du gouvernement. Donc, c'est de voir, OK, pourquoi on ne s'insère pas là-dedans? Est-ce qu'il y a des raisons? Puis, est-ce que les raisons sont bonnes? Donc, il faut commencer par ça. Après ça, on va voir avec les autres associations si ça les intéresse de se joindre au mouvement. Mais dans tous les cas, on a déjà des liens avec le réseau national de l'Action communautaire autonome. On participe à leur campagne. On s'insère quand ils font des sondages pour avoir les chiffres concrets de qu'est-ce que représente le milieu communautaire autonome au Québec. On participe à ça. Puis, on a les revendications sensiblement similaires qu'eux. Donc c'est ça. On a déjà des liens. Donc, c'est peut-être de développer un petit peu plus ça puis d'aller voir pousser un petit peu plus loin jusqu'où on pourrait aller. Enfin, Amélie Hintz dresse un bilan positif de la campagne « J'ose ma télé communautaire » malgré des moyens limités. Elle souhaite avoir l'aide du gouvernement par la création de publicités ainsi que des autres médias communautaires.
Un bilan très positif. Ça a vraiment bien été. Les membres y ont bien participé. Puis, nous, on l'a vu, en tout cas, les résultats de ça sur nos propres réseaux, notre propre chaîne YouTube. Donc, on est content. Par contre, c'est sûr que c'était une campagne avec des moyens limités. On essaye de convaincre le gouvernement de nous aider à nous faire découvrir en investissant eux-mêmes, en participant à la création de publicité pour faire la promotion de notre travail à grande échelle partout au Québec. Donc, je pense que c'est un travail qui va être en développement, justement, cette année. Ça serait intéressant de s'associer aussi aux autres médias communautaires. Je pense qu'ensemble, on est plus fort. Donc, mais on est très heureux là, de la manière que ça s'est déployé. On est en compagnie de Dominique Gauthier. Bonjour, Dominique. Bonjour. Bonjour. Tu vas faire le lancement d'un livre demain qui s'appelle Oser l'excellence, mais je pense que c'est important de te connaître avant de parler un petit peu de ton livre. Tu es un ancien athlète olympique en ski acrobatique. Tu as été entraîneur des champions. On parle de Jennifer Hell et de Alexandre Bilodeau, qui, soit dit, était le premier Québécois à gagner une médaille, je crois, hein, aux Olympiques là, en 2010. Tu as fondé B210, on va en parler tantôt, et tu as soutenu avec ça plus de 50 médaillés olympiques. Donc, c'est un très grand exploit là, compte tenu du bassin qu'on est capable d'avoir d'athlètes qui se rendent jusqu'aux Olympiques. Et on te connaît aussi comme commentateur, animateur, conférencier. On te voit lors des Olympiques, autant d'hiver que d'été, là, faire des commentaires, des analyses à la télé. Donc, bonjour ici à Berthierville. Bonjour. Tu as un lien avec Berthierville, notre région, parce que justement, tu as connu Joanie Rochette. Tu l'as supporté. Ouais. Tu l'as connu pour l'amener aux Olympiques et justement lui fournir les moyens, les choses pour se rendre. Et c'est un petit peu ton livre, qu'est-ce qui parle? Oser l'excellence, accepter que tu dois être résilient, tu dois faire plein de choses pour te rendre à l'excellence. Il ne faut pas être médiocre, cette façon de parler, là. Oui, ben en fait, c'est que la manière que je vois ça, l'excellence, c'est que on confond souvent excellence avec gagner, avec être le champion, ou en entreprise, d'être l'entreprise qui a eu les meilleurs chiffres annuels, alors que l'excellence, c'est pas ça. L'excellence, ça vient définir quelque chose qui ne pouvait pas être meilleur selon les circonstances. Exactement. Et donc, on a tous notre niveau d'excellence. Et vous parliez de Joanie, mais avec Joanie, avant les Jeux olympiques de Vancouver, j'ai quand même un petit background en patinage artistique. Ma sœur, ma mère, moi-même, j'en ai fait pendant 1 an parce que ma mère elle m'a forcé à en faire à l'âge de 5 ans. Et j'ai toujours eu un lien avec le patinage artistique dans ma vie. Et donc, je connaissais bien la réalité de ce sport-là, qui honnêtement, je trouve, a des méthodes d'entraînement qui sont un petit peu de la vieille école. Selon moi, je trouve qu'on patine trop à l'année longue. On devrait prendre le temps de faire autre chose. Et avec Joanie, c'est un peu le test qu'on avait fait, c'était d'amener un encadrement différent et même d'apporter la psychologie sportive. Et comme on connaît son histoire maintenant, c'était pas une coïncidence parce qu'on l'avait préparé comme ça à faire face à tout. Bon, c'est sûr qu'on n'avait pas prévu ce qui est arrivé. Naturellement, personne n'avait prévu ça. Mais ces outils-là, ce qu'on se dit, c'est que ça lui a servi pour passer au travers ce moment-là extrêmement difficile et de le faire de si belle façon comme elle l'a fait. Donc, ça démontrait que lorsqu'on aide un athlète d'une façon holistique dans son ensemble, pas juste lui donner un meilleur entraîneur, mais de lui donner un meilleur encadrement, ben, c'est comme ça qu'on peut se donner les meilleures chances de réussite lorsque le moment est venu, que ce soit aux Olympiques ou même que, comme je dis dans mon livre, que ce soit pour un jeune élève de 5e secondaire pour se préparer pour son examen de mathématiques. Vous savez, c'est un peu les mêmes choses. Moi, ma théorie, c'est de toujours se donner les moyens pour être dans la meilleure position possible sur la ligne de départ. Après, la ligne d'arrivée, on ne contrôle pas tout. On ne contrôle pas ce que les autres font. On ne contrôle pas comment les autres se sont préparés, mais on contrôle comment nous, on se prépare. Donc, je vais te ramener à une célèbre phrase des boys, thinking, le mental thinking. On parlait de ça avec les boys, avec Marc Messier. Mais la préparation mentale, qu'est-ce que tu m'amènes et tout? V'là 15 ans, v'là 20 ans, c'était pas quelque chose qui était, comment je peux dire ça,
qui était dans le bagage, qui était dans le coffre à outils des athlètes. Mais le fait, comme tu me parles du patinage artistique, je vais t'amener aussi, parce qu'on l'a quand même beaucoup suivi, Joanie, puis ma fille en a fait beaucoup avec elle. Tu sais, c'est un des sports les plus difficiles, comme tu dis, parce que tu dois sourire, tu tombes, tu manques ton saut, et après ça, 5 minutes après, il faut que tu aies le sourire, puis il faut que tu dises que tu es content. C'est des leçons de vie. Moi, c'est sûr que je le vois dans la façon que ma fille est comme professeure, comment elle est avec ses enfants. Oui, est-ce que tu as fait de ton mieux? Est-ce que tu es content de ce que tu as fait? Puis le restant, tu ne peux pas le contrôler. C'est quelque chose. C'est très difficile pour un jeune, même quand tu as 5 ans, 10 ans, 20 ans. Là, je vais te ramener aussi au fait qu'on parle dans les arénas des parents qui voient leur garçon déjà, le futur Crosby ou Gretzky, mais c'est difficile, là. Faut penser à ces jeunes-là, à ces personnes-là qui performent, là. Ouais. Non, effectivement, puis je pense que la préparation mentale, la psychologie, c'est quelque chose qui est pas encore, comment dire, on l'a normalisé, oui, mais c'est pas général encore, hein. Il y a encore plusieurs personnes pour qui c'est un petit peu tabou. Mais en général, dans le sport de haut niveau, je pense qu'on a compris l'importance. C'est que ce n'est pas une béquille, au contraire, c'est comme avoir un entraîneur lorsqu'on va au gym ou avoir un entraîneur lorsqu'on va sur la glace pour patiner. On a un préparateur physique qui est notre entraîneur pour le cerveau. Et pour le cerveau, oui, mais plus que ça. Vous savez, juste des choses simples comme comment apprendre à bien respirer pour venir justement se calmer lorsqu'on est dans une situation où on a les mains moites, où on est nerveux, nerveuse. Il y a des trucs simples qu'on peut adapter dans notre vie de tous les jours. Je pense que c'est ça maintenant qu'on a compris, oui, dans le sport, mais aussi dans notre société. Puis c'est des outils qu'on devrait donner à nos jeunes, beaucoup plus jeunes. Puis comme je le dis dans ce livre-là, pour moi, c'est ce qu'on devrait faire avec l'éducation. On veut leur montrer comment lire, écrire, comment compter. C'est extrêmement important, mais comment gérer la vie, comment gérer le stress, pour moi, c'est des outils qu'on devrait donner à nos enfants pour mieux les préparer. Plutôt que d'essayer de juste les protéger contre toute forme d'échec, on devrait leur enseigner comment vivre avec cette pression-là de devoir performer. Parce que ultimement, la vie, c'est comme ça. On se doit de performer. Vous allez appliquer pour une job un jour, vous allez être nerveux. L'employeur ou la personne en charge des ressources humaines qui va faire l'entrevue avec vous, je suis désolé, là, mais elle ne va pas mettre les noms dans un chapeau puis choisir un parmi 100. Ils vont choisir celui qui juge être là ou le meilleur. Mais c'est stressant, ça. Alors, si on ne les prépare pas à ça, et à l'inverse, ben, pas à l'inverse, mais ensuite de ça, s'ils n'ont pas la job, ils n'ont pas été choisis, ben, ça va être dévastateur s'ils n'ont jamais vécu d'échec dans leur vie, parce qu'on les a toujours protégés contre l'échec plutôt que de leur enseigner à travers les échecs. Et pour moi, c'est pour ça que le sport, je trouve que c'est tellement une belle... On dit souvent, le sport, c'est la plus belle école de la vie. Mais ça, c'est la leçon numéro 1 du sport. On apprend à perdre. Parce que la vie, là, on ne gagnera pas tout le temps. Donc, de se relever après les échecs, c'est ce qui est le plus difficile dans la vie. Mais si on l'apprend à un jeune âge avec le sport, mais si on pouvait l'apprendre à l'école, pour moi, ce serait des choses qui serviraient à notre société bien au-delà du sport. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et donc, on devrait faire plus de sport, dans un sens que ce soit à l'école, tout. C'est toute une école, c'est tout à apprendre. Et les jeunes, ça passe par l'école. Vous savez, moi, c'est ce que je dis souvent. On faudrait refaire la réforme scolaire, mais pour moi, mes belles années de sport d'école secondaire, là, je faisais de tout. Je jouais au volleyball, au handball, il n'y a rien que je ne faisais pas parce que c'était accessible, c'était là par mon école. Et après, si on veut faire de la compétition plus sérieuse, bon, OK, mais il devrait y avoir au moins une base où on encadre mieux, on offre plus d'opportunités de sport à nos jeunes, ça c'est certain, à tous les niveaux, dès le jeune âge. Dès qu'ils sont nés, en fait, il faut leur apprendre comment bouger. Et après, de ne pas juste penser à victoire, défaite, puis qui va gagner, qui va perdre. Non, 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 le sport pour bouger, mais aussi pour vouloir gagner. C'est correct, ça aussi. Ça peut être sain de vouloir gagner, et d'apprendre à perdre, comme je le disais plus tôt. Ouais.
Tu as fondé B210, c'était un petit peu dans cette optique-là d'aider les athlètes à performer au niveau. C'est beaucoup de sous que tu es allé ramasser. Je sais que c'est une très bonne organisme. Et présentement, on a comme une crise. On va avoir justement aujourd'hui un budget fédéral. Les appuis aux athlètes et les appuis, au sport en général, s'effritent. Faut être quand même conscient de tout ce qui se passe présentement. Et, pardon? Ça coûte cher. Ça coûte cher. Ça coûte cher, mais vous savez, vous parlez du budget. Je sais qu'il n'y a rien qui va changer dans le budget aujourd'hui. Notre gouvernement dit qu'il a à cœur le sport, les athlètes, mais c'est tellement minime ce qu'ils font. Puis c'est mal vendu parce que tout ce qu'on aurait, on pourrait en prendre une somme illimitée d'argent pour faire quelque chose de bien avec, mais on n'a pas besoin de beaucoup présentement dans l'ensemble d'un budget fédéral pour avoir un impact, pour venir sauver les fédérations sportives qui sont en train de mourir présentement. Elles ont le même financement qu'en 2005. Il n'y a rien qui a changé depuis 2005. C'est 20 ans, là. Et le coût de la vie depuis 2005, là, je vous parle d'une chambre d'hôtel présentement, là, je peux vous dire qu'elle ne coûte plus 150 la chambre d'hôtel. Okay? Il n'y en a plus des chambres en bas de 300-400 Et là, amener ça sur l'échelle mondiale, lorsque nos athlètes voyagent à travers le monde, ça coûte des fortunes. Et quand on parle d'augmenter le financement fédéral, c'est pas juste pour aider les meilleurs athlètes et leur permettre de mieux voyager. Ne venez pas confondre ce que je viens de dire avec le fait de venir sauver un système sportif qui est en train de mourir. Puis ça vient jouer dans les plates-bandes du sport de masse. Donc, nos enfants, s'il n'y a plus de patinage artistique Canada, il n'y aura plus de patinage dans votre région non plus parce que la structure, elle dépend du système fédéré. Donc, il faut venir sauver le haut pour permettre au bas aussi de devenir plus accessible. Anyway, tout ce que je veux dire, c'est que ça ne serait pas grand-chose dans l'ensemble d'un budget fédéral. Là, je vais dire un chiffre qui peut paraître gros aux gens qui nous écoutent, mais si le budget augmentait de 150 millions, et je vous dis, c'est très peu dans un gouvernement fédéral, beaucoup, cette somme-là. Ça viendrait tellement... Ça donnerait l'air, l'oxygène, devrais-je dire, que nos fédérations ont besoin présentement et de mieux encadrer les athlètes à tous les niveaux puis de permettre au système sportif d'être peut-être pas optimal, mais au moins d'être ajusté à 2025. Et à la réalité de 2025. Ouais. Et je vais te rajouter peut-être changer l'échec d'un jeune qui a un petit peu moins performé. Peut-être ça va peut-être être la future vedette parce qu'on va l'avoir accompagné, on va avoir trouvé des choses pour l'aider. Parce que si tu fais un peu d'échec, si tu dis, bon, ça ne vaut plus la peine, je ne continue pas, mais ça ne veut pas dire que faut être la résilience, faut être la performance. C'est quelque chose, là, être athlète. Là, ça devient à la fin un job à temps plein, mais qui n'est pas toujours capable d'être à temps plein là, pour plusieurs athlètes. C'est ça. Non, exactement. Mais très peu d'athlètes vont en faire des carrières. Là. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas tout faire ça pour ça. C'est sûr qu'à travers ça, il y aura des champions, puis il faut les aider. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus, comme on dit. Donc, mais c'est correct. Regarde, on veut tous être le meilleur qu'on peut être, puis on rêve tous de jouer dans la Ligue nationale de hockey quand on est des petits joueurs puis là. Mais il y en a un dans la province qui va y arriver à votre niveau d'âge. Donc, il ne faut pas non plus en faire une folie. Il faut donner l'encadrement, les espoirs ou les opportunités, devrais-je dire, à nos jeunes. Puis ceux qui arrivent à passer puis qui sont les meilleurs parce qu'ils ont les choses en dedans d'eux qui leur permettent d'être les meilleurs au monde, tant mieux. On les encadrera pour ça également. Donc, ce n'est pas un ou l'autre, c'est d'aider tout le monde à être le meilleur qu'ils peuvent être et donc d'atteindre leur excellence. C'est ça. B210 avait été fondé pour les Jeux de Vancouver 2010, mais il a continué encore sa vie, son existence. Donc, tu vas avoir des athlètes qu'on va voir à Milan, c'est Milan-Turin en 2026. Est-ce que tu as hâte de voir la récolte? Est-ce que tu as hâte de voir les jeunes que tu vas avoir supportés? Là, je dis les jeunes, les athlètes. Là, je les trouve jeunes maintenant, moi aussi. Donc, ça doit être nous autres qui est en train de vieillir. Non, ces athlètes-là, écoutez, ça va être une belle cohorte, une belle cuvée, je pense, celle de Milan-Cortina. Dans plusieurs sports, mais naturellement, on l'a vu dernièrement, surtout en patinage de vitesse courte piste. Là, je pense qu'on a vraiment repris le contrôle de ce sport-là. On a fait ça justement en créant une culture qui est saine à travers l'équipe nationale. Ça passe aussi par le bonheur
par le bien-être. C'est ça. Et pour moi, ça, c'est la clé. Souvent, on confondait ce qui était le bien-être versus vouloir gagner, alors que pour moi, les deux vont bien ensemble. Et donc, le patinage de vitesse courte piste à surveiller, bien sûr, mais ski acrobatique, on a encore aussi des bons talents qui sont là. Il y a le patinage artistique, là. Je sais que c'est un sport que vous connaissez bien, où j'ai peut-être pas des inquiétudes, mais on n'est pas dans nos grandes années de 2014-2010 où on avait plusieurs médaillés potentiels, autant chez les hommes que chez les femmes. Là, on a des chances au niveau de la danse et au niveau des pairs en couple, mais on n'est pas un pays dominant comme on l'a déjà été. Non, donc ça m'inquiète un petit peu. Mais en général, je pense que ça va être des Olympiques où on devrait battre notre record de médailles. Ah oui, OK. Si tout va bien. Mais comme vous le savez, il y a tellement de choses qui peuvent arriver. De faire des prédictions maintenant au mois de novembre, les athlètes peuvent se blesser, peuvent être malades. Donc, on verra, mais à date, le potentiel est là, c'est sûr. Donc, tu vas être encore impliqué, j'imagine, comme analyste ou commentateur pour nous parler des Olympiques. On va te suivre avec passion. Et tu viens de répondre un peu, oui, tu sais, il y a tellement de facteurs. Faut que tu rendes à ton pic pendant 2 semaines au mois de février. C'est beaucoup de travail. Donc, quand on va regarder les athlètes au mois de février performer, il faut le regarder en disant, ils ont donné leur meilleur d'eux-mêmes au moment qu'ils pouvaient le faire et de quelle façon. Le restant, c'est soit des juges, c'est soit que... Il y a plein de facteurs, que la qualité de la neige, on le voit, là, il y a plein de choses là, qui peuvent influencer. Donc, il faut être fier de nos jeunes, il faut être fier de nos athlètes, quel que soit le niveau, parce qu'ils donnent toujours le meilleur d'eux-mêmes. Je pense que c'est ça qu'il faudrait retenir comme avec notre entrevue. Voilà, exactement. C'est en plein ça. Comment ils sont sur la ligne de départ. Après, la ligne d'arrivée, le podium, on l'espère. OK. Bon, mais je te remercie beaucoup, Dominique, puis on va te suivre encore avec... on va lire ton livre avec passion. Moi, je suis déjà commencé. Je suis privilégiée. Et je dirais c'est un turnover, là, comment que dire, il y a le turn page, là, on va vite. Moi, j'ai hâte de le finir là, pour pouvoir reparler avec toi, à la limite, de dire oui, c'est merveilleux, c'est très bien. Ah, vraiment gentil. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée tout le monde. Au revoir. Vous êtes religieuse, il y a quand même un devoir on pourrait dire, de sobriété ou de choses comme ça. Votre supérieur vous regardait avec un air en disant « C'est qui cette bébite-là? » Est-ce qu'ils vous ont toujours supporté ou vous avez dû vous défendre, vous battre? C'est-à-dire que quand j'étais à l'Institut d'hôtellerie, moi, je ne leur ai pas dit que je faisais la télévision parce que j'étais sœur. Oui. Mais je faisais mon cours, au commencement, je faisais mon cours en alimentation à l'école. Et quand, j'ai continué, mais quand ils m'ont vu fonctionner, ils ont dit, cette femme-là, on va l'envoyer à la télé. Alors, moi, je donnais des cours du soir, des cours de perfectionnement, mais là, je m'appelais Angèle Rizardo, mais pas sœur. Pour pas que les élèves disent, alors, je m'appelais Angèle Rizardo. Mais quand je suis allée à la télé, j'ai dit, c'est Sœur Angèle. Alors, là, à un moment donné, j'ai fait une émission, et là, ça a tout explosé, mais Sœur Angèle, elle ne travaille pas à l'Institut. C'est Angèle Rizardo qui travaille ici. Je comprends. Alors, oui. Alors, là, j'ai été obligée de dire, oui, c'est moi. Mais là, la supérieure est arrivée à l'Institut, et le directeur, là, a dit, on ne peut pas envoyer Sœur Angèle comme ça à la télé, une émission de variété, que c'était Allô, Boubou, ma chère. Oui. Ils ont dit, non, on ne peut pas. Et là, alors, elle est arrivée à l'Institut, puis le directeur général, il dit, savez-vous, il dit, il dit, je vais vous faire signer un papier comme quoi nous prenons la responsabilité de Sœur Angèle. Et sans y penser, je suppose qu'elle a signé. Elle a pris responsabilité, mais là, ça a été l'ouragan. J'ai fait le tour du monde 2 fois. Oui. J'ai fait la télé, tout ça, et ça a été comme un ouragan, que je n'ai pas eu connaissance du tout, moi. Moi, je fonctionnais. Envoie, puis avec les élèves à la radio, ici et ça. Et c'est comme ça. Et savez-vous, depuis ce temps, ça fait 70 ans, puis je suis encore à la télé. Croyez-vous ça, vous? Oui.
Vous avez côtoyé, c'est ça. Vous êtes une vedette. Quand on vous présente, vous êtes vivante. Pas vivante dans le sens qu'on vous touche, mais vous êtes enthousiaste. Vous avez toujours eu un sourire, toujours. Je pense qu'avec vous, il n'y a jamais de problème. Même quelqu'un qui apprend, avec vos jeunes qui apprennent encore à faire de la cuisine, tout se règle. Ils ont manqué leur coup de leur crème fouettée, de leur béarnaise, n'importe quoi. Vous avez toujours, d'après moi, le côté positif. Regarde, on va l'arranger, on va le régler, le problème, là. Oui, en effet, moi, je me dis, c'est normal. Moi aussi, j'ai manqué quelques coups, là, parce que, vous savez, il fallait faire de la recherche, il fallait évoluer, puis il fallait... Alors, les jeunes, quand il manquait quelque chose, ils disaient, ben non, c'est parfait. Ça prouve qu'il y a de l'amélioration à faire. Tu vas aller... Et c'est vrai, j'ai toujours ce sens de dire, non, la vie, c'est une école. Alors, à mes grands, là, on apprend, on avance. Parce qu'aujourd'hui, j'ai rencontré des grands chefs dans les cuisines, puis mais là, il dit, vous savez, Sorangelle, des fois, j'étais sévère, mais aujourd'hui, on a des grandes responsabilités, et puis, ben, je les vois à la télé, je les vois un peu partout. Mais c'est très bien, c'est quand même consolant de voir que ces jeunes, ils ont appris ça, et puis, vous savez, ils ont ça à cœur. Ils me téléphonent de temps en temps pour te sortir. Même Jacques Boulanger, là, il fait son canard. Est-ce que c'est du vrai jus d'orange qu'il faut mettre dedans? Ben oui, mon Jacques. Après ça, qu'est-ce qu'il faut pour le rendre meilleur? Ben la réduction. Alors, mais je vois qu'ils ont besoin toujours, parce que l'alimentation, les gens viennent d'ailleurs, puis ils disent qu'au Québec, aujourd'hui, tout le monde a fait beaucoup d'efforts, la découverte, on ne peut pas dire le contraire, mais il a évolué beaucoup la cuisine partout. Quand on a fait la cuisine évolutive, on avait fait ça, beaucoup de critiques. Et aujourd'hui, on trouve que ça a du bon sens. Ensuite, manger des légumes. La première salade aux choux, pas aux choux, aux épinards que j'ai faite aux élèves, là, ils me l'ont craché. Mais c'est mauvais, ça. C'est pour les lapins. Mais attends une minute. Alors là, j'ai mis du miel, j'ai mis du raisin, j'ai mis d'autres choses. Aujourd'hui, ils courent après pour la manger. Oui. Alors, il y a toute une évolution. Okay. Mais il fallait trouver des moyens. Et quand vous voyez un enfant qui n'aime pas telle chose, j'ai dit à ma mère souvent, regardez ce que vous avez à faire. Donnez-y, mélangez quelque chose qu'ils aiment beaucoup, puis vous mettez l'autre à faire avec. Puis ils vont finir. Aujourd'hui, là, c'est fascinant. Je suis à l'école, puis ils cherchent les légumes. Ouais. Ils mangent des poivrons, ils mangent du céleri, ils mangent... Mais là, je suis renversée. J'ai dit, bon, on n'a pas parlé. Voilà, et c'est beau. C'est ça que je me dis toujours. Okay. C'est très important. Qu'est-ce qui vous a amené à créer la fondation, justement, puis de décider d'avoir un fromage, entre autres, qui porte votre nom pour pouvoir justement aider justement les jeunes qui étudient en cuisine à mieux performer, à être capable de pouvoir continuer, de créer des bourses d'études? Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça? Ça, là, ça m'a... Parce que je voyais que les jeunes, dans les écoles, des fois, ils pas laissaient l'école. Ils ne continuaient pas. Alors, moi, j'ai dit, j'étais dans la voiture, et comme je répète encore, j'ai dit, entre la Pocatière puis Montréal, j'ai dit à un monsieur qui fait le fromage, j'ai dit, écoute, il s'appelle Daniel, j'ai dit, écoute, Daniel, là, j'ai dit, il faudrait faire un fromage. On va faire un fromage. Alors, entre la Pocatière puis Montréal, j'ai fait le fromage Sorangelle, qui, dans ce fromage, ben, écoute, ils en ont vendu tellement, mais c'est un bon fromage. J'ai gagné même des prix Caseus. Mais on a travaillé fort. J'ai été faire le fromage, parce que les fromages sont faits avec M. Kaiser en noyant. Alors, j'ai tout brassé avec ça. Et puis, il a collaboré. Et là, j'ai dit, il faudrait faire une fondation. Parce qu'avant, je m'occupais plein air à plein cœur, dignité jeunesse, beaucoup de jeunes comme ça, mais il n'y avait pas... Mais la communauté n'acceptait pas que j'aille à une fondation Sorangelle. Mm-hmm. Qu'est-ce qui est arrivé? Je ne sais pas, je ne peux pas répondre. C'est qu'à un moment donné, ça a marché. Mm-hmm. Okay. Ça a marché. J'ai fait la fondation. Et puis, oui, parce qu'avant, quand j'ai vu que je ne pouvais pas avoir la fondation Sorangelle,
j'ai fait la fondation Marie-Jarel Lajoie, la fondatrice de la communauté. Alors là, j'ai fait de la cuisine simplifiée, toutes sortes de choses avec M. Pellado, ça y allait par là, là. Et puis, j'ai créé ça. Bon, mais là, j'ai dit ça, c'est assez, là. J'ai essayé une autre fois pour la Fondation Sœur-Angèle pour aider les jeunes et ça passait. Ça passait. Alors là, savez-vous, quand même, on a fait du fromage. Oui. Ça fait 20 ans, cette année, que j'ai créé le fromage Sœur-Angèle. Et ce fromage-là donne quand même 14-15 000 piastres par année à la Fondation. Et moi, j'ai fait des pots. Je fais des marmelades, j'ai fait des marinades, j'ai fait toutes sortes de choses. Et en même temps, avec le tout, on est capable de donner des bourses aux jeunes. Parce que on leur donne l'équipement de travail aussi. Parce que je veux qu'ils continuent. Parce que la cuisine, c'est pas juste banal, c'est un art culinaire. Oui. Et il faut développer la passion. Puis on a la santé de la société entre les mains. C'est très important, ça aussi. Alors, avec tout ça, depuis 20 ans, je vois comment ça fonctionne. Écoutez, les gens adorent le fromage. Il a gagné le prix, la médaille d'or, avec le fromage, qu'ils appellent ça le caseus, qui sont c'est tous les juges. Alors, je me dis, on aide les producteurs de fromage, les producteurs de lait, puis on aide la Fondation pour aider les jeunes qui cuisinent. Et la Fondation on donne l'information, qu'est-ce qu'on fait, comment faire on va dans les écoles, et après ça, ils font les recettes, puis on a 6 à 7 juges pour juger ce que chaque élève fait, puis maintenant, on leur donne à ceux qui gagnent le premier prix, selon les votes des juges, ils ont 1 000 $. Le deuxième prix, ils ont 750. Et puis, le troisième, ils ont 500. Puis, chaque élève, après, on a le prix, un prix qu'on appelle ça, là, vraiment celle que coûte le coup de cœur. Non, le coup de cœur. Et après, on a le prix de participation. Et le prix de participation, chaque élève qui participe à 100 $. Alors, tout le monde a quelque chose. Et je leur dis, à partir d'aujourd'hui, vous allez être des pros. Parce que vous êtes impliqués à créer des recettes avec des produits du Québec. Voilà. Alors, je pousse là-dessus. Je suis rendue on va avoir 15 ou 16 écoles. Des Gatineau à Rivière-du-Loup. C'est très, là, très bien. On en fait, là. Ben, j'ai dit, tant que le Seigneur me donne la santé, parce que j'ai plus 20 ans, moi, là. Ben oui. Et, on travaille fort. Hey! Mais seulement, il faut se garder fort. Donc, vous allez venir nous voir à Berthierville, justement, pour faire goûter votre fameux fromage Sœur-Angèle, puis les crotons aussi, Sœur-Angèle. Ben oui, les crotons aussi. Oui. Et ça, c'est drôle, ça. Et ça, là, imaginez-vous que j'étais à Gaspé, puis à un moment donné, je voyais un petit cochon qui courait partout, il broutait l'herbe. Et puis là, j'ai dit, à qui ça appartient, ces petits cochons-là? Alors là, monsieur sort, puis là, j'ai dit, messieurs, c'est le fun, vos petits cochons mangent l'herbe, ils broutent l'herbe salée. Ça doit être excellent. Votre porc, la chair des petits cochons, ça doit être excellent. Alors, il m'a donné une petite épaule, je l'ai fait cuire. Ben, j'ai dit, pourquoi on ne fait pas des crotons pour la Fondation? Il a collaboré. Et puis là, ça a pris un an. Madame, ça ne se fait pas comme ça, là. Alors, on a envoyé ça, et puis ça a passé. Puis là, on les a, justement, chez IGA. On a le fromage est partout, mais les crotons, c'est exclusif IGA. Ah, c'est très, alors très bien. Voilà, on en donne, on fait déguster, et puis ça aide les jeunes à cuisiner, puis à continuer à nous faire la bonne cuisine. Donc, avec nos produits chez nous. Donc, on a bien hâte de vous rencontrer. On va aller goûter justement au croton, au fromage, je le connaissais, mais on va pouvoir jaser avec vous de tout, de rien. Je dois pas dire, on aurait pu parler pendant 2 heures de votre rencontre avec le pape, avec toutes ces choses-là. On aurait oui, mais puis en plus, ils vont faire un bon spécial dans le fromage. Là. Parfait. Profitez-en pendant qu'elle a ça, parce que ça se congèle très bien en plus. Bon, alors, ils peuvent le garder pour Noël. Alors, je vais lui dire quoi faire, qu'ils viennent nous voir dans le magasin. On est là pour ça.
Et ça me fait plaisir de rencontrer tout le monde. Parfait. Et là, c'est parfait. Ça va être bien organisé pour les fêtes. D'accord, qu'on vous voit le 8 novembre entre 11h et 15h à Berthierville. Au plaisir de jaser, je sens que la ligne va être longue parce que les gens vont tous avoir une anecdote à vous parler, à vous raconter, mais ça va nous faire plaisir de vous rencontrer. Mais merci beaucoup à vous, merci beaucoup. Et puis au plaisir, justement, de se voir. D'accord, mais je vous remercie. Merci beaucoup à l'équipe. Merci. Bye bye. Merci beaucoup, Sœur Angèle. C'est vrai qu'on aurait pu parler pendant 4 heures. On aurait pu parler pendant 4 heures. J'aurais pu vous demander c'est quoi votre meilleur élève que vous avez eu, que vous regardez aujourd'hui. C'est-tu Martin Picard? Avez-vous des gens comme ça? Justement, notre fameux Ricardo qui disait qu'il n'était pas bon puis qui est devenu bon. Bon. Non, mais savez-vous, j'ai eu des élèves qui se cachaient en arrière les colonnes, puis aujourd'hui, ils sont capables de parler à la télé. Mais ça m'a pris du temps. J'ai dit, sors un œil, puis après, tu vas sortir l'autre œil. C'est ça. Puis là, tu vas m'aider à faire ça. Et puis, non, mais je pense que, moi, comme il dit, vous êtes encore passionné. Oui, je suis passionné de la santé des gens. Oui. Et puis, en même temps, ils font un don pour la Fondation. En même temps, on mange de bons produits du Québec, du bon fromage. Alors, voilà. Bon, ben merci beaucoup. Notre affaire. Bye-bye. Ben, merci. Bye-bye. Merci. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Pourquoi? Parce que c'est important et que, même sans l'aide d'un magicien, elles risquent de disparaître. Yeah! J'adore les jokes de magie. Je vais continuer. Yes! La première fois que j'ai fait une entrevue à la télévision, c'était à la télévision communautaire des Bois-Francs. Oui, moi et mon groupe d'humour, nous avions fait une entrevue et même 2 sketchs. Bon, là, j'entends des gens dire à la maison « Hey, montre-nous-en un bout! Montre-nous-en un bout! » Ah, non! Bon, OK, un petit extrait. Wow. Là, ça va faire m'appeler la police, vous allez avoir une amende. Il y aura qu'à porter des pinottes aussi! Avec des bonnes pistachios! Grâce à cette expérience, j'ai appris que faire de l'humour devant personne, ça rit moins. 42 télévisions, situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.
Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. J'ose ma télé communautaire.